Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous présenter une intervention que j'ai réalisée en mai 2023 dans le cadre de la STID à Tunis et dont je voudrais faire profiter tout le monde. Ça concernait l'impact de la digitalisation dans la dentisterie moderne. C'est le sujet qu'on m'a demandé de traiter dans le cadre d'une journée complète sur les apports de la digitalisation. Donc pour ma partie, c'était surtout d'identifier l'impact que ça peut représenter dans une organisation. En tant que spécialiste de l'organisation des cabinets dentaires, je me suis penché sur cette problématique. Donc on a dans tous les aspects de la digitalisation de nombreux appareillages qui sont arrivés sur le marché ces dernières décennies. Les scanners 2D, puis 3D, les imprimantes 3D, les caméras endobuccales, les systèmes d'usinage, en fait, donc très nombreux matériels qui représentent à la fois des investissements, donc de l'argent, et à la fois du temps. Donc au niveau du temps, il faut être clair que tous ces appareillages nécessitent un temps de formation, d'adaptation et de manipulation. Alors qu'il n'y a pas de rentabilité directe. Sur la majorité, vous n'allez pas facturer l'empreinte numérique ou l'imprimante 3D, pas directement. Il peut y avoir des recettes, par exemple sur le scanner, mais souvent ces recettes ne couvrent même pas l'investissement. Si vous regardez en termes d'amortissement, le nombre de scanners que vous réalisez par an ne suffit pas à couvrir l'investissement. Donc on ne parle même pas de bénéfices, et souvent on parle d'investissements non rentables, mais nécessaires. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire, je dis qu'il faut absolument les faire. Mais ça améliore la qualité, ça améliore le diagnostic, ça améliore le rapport au patient, mais ça n'améliore pas automatiquement, pas directement la rentabilité du cabinet. Donc il faut en être conscient. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect purement financier. Déjà, c'est que tout ça, ça coûte cher et qu'il faut le financer, il faut le payer. Si on ne peut pas parler de rentabilité, comment je vais financer tous ces matériels dont j'ai absolument besoin? Parce que je sois dentiste tunisien ou français, j'ai besoin d'acquérir ces matériels. Et ces matériels coûtent le même prix sur le marché français que sur le marché tunisien. Par contre, les recettes ne sont pas du tout les mêmes. Et il va falloir voir tout ça. Donc, nous avons, en termes de rentabilité, d'un côté les charges d'un cabinet qui deviennent de plus en plus importantes en raison de ces investissements modernes qu'il faut réaliser, on vient de le dire. Et face à ça, vous avez un chiffre d'affaires qui est ce qu'il est. Et en tant que chef d'entreprise, puisque vous êtes des chefs d'entreprise, vous devez équilibrer ces deux éléments. Ce qui n'est pas facile, d'autant plus que nous sommes en train de traverser une inflation extrêmement importante qui impacte sur les charges de l'ordre de 10 à 20% et qui, côté chiffre d'affaires, ne peut pas être répercuté parce que les patients eux-mêmes souffrent de l'inflation et ne peuvent pas payer plus cher. Donc le chiffre d'affaires ne va pas bouger, mais les charges, elles, vont augmenter. Donc, d'où la problématique. Alors, rassurez-vous, on est là pour parler des solutions, et il y en a, mais faut-il être conscient du problème? Je dis toujours, c'est le problème qui est important sur lequel il faut se focaliser, parce que quand on a compris le problème, on va mettre les moyens pour trouver la solution. Et la solution, la clé à cette problématique-là, c'est de travailler la productivité. Qu'est-ce que c'est que la productivité? C'est la capacité de chacun d'entre nous à produire un résultat dans un temps donné. Pour faire simple, en dentaire, on va parler de productivité horaire. Comment on fait? Eh bien, vous prenez votre chiffre d'affaires de l'année dernière et vous le divisez par le nombre d'heures réelles que vous avez travaillé l'année dernière. Et vous allez trouver peut-être 200 dinars. Ou certains d'entre vous vont trouver 100 dinars, voire en dessous de 100 dinars. C'est une réalité en Tunisie, c'est à peu près les chiffres que l'on trouve, alors qu'il faudrait, pour accéder à la dentisterie moderne, être payé à sa juste valeur, faire les investissements qui sont nécessaires, avoir le personnel que l'on veut, être plutôt à 250 et 300 dinars. C'est-à-dire souvent le double de ce que vous faites.
Et ça, la bonne nouvelle, c'est que c'est possible, mais faut-il encore en être conscient et vouloir le réaliser. En fait, pour agir sur la productivité, on a 4 compétences que l'on doit acquérir et maîtriser. La première, c'est la gestion. Il n'y a pas beaucoup de choses à savoir, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, connaître ses indicateurs, connaître ses charges, connaître son chiffre d'affaires, savoir si, a priori, on est rentable ou pas rentable, et de là, de fixer des objectifs, voire un prévisionnel. Donc c'est des petites choses, c'est pas compliqué, c'est souvent moins d'un quart d'heure par mois, mais faut-il le faire? Et souvent, vous ne le faites pas, c'est pas souvent, vous ne le faites jamais, vous ne le faites jamais. Donc vous avez du mal avec ça. En France, c'était pareil. Mais aujourd'hui, ces 15 dernières années, grâce à des gens comme nous, les consultants en organisation, c'est rentré dans les mœurs aujourd'hui. Et puis, on a des systèmes informatiques où tout est intégré. Et vous n'avez pas, malheureusement, les logiciels qui sont proposés en Tunisie sont pour le moment assez light, je dirais. Voilà. Donc, premier élément, la compétence gestion. Deuxième élément, la compétence organisation. Alors là, il y a beaucoup à dire, je ne vais pas développer trop aujourd'hui, parce qu'il y a 14 points d'amélioration, dont l'informatisation, mais c'est un des 14. Et donc c'est un vaste sujet sur lequel il y a des productivités importantes qui vont de l'ordre de 10 à 30% d'augmentation de la productivité selon les leviers sur lesquels on agit. Le troisième élément, c'est le marketing. Alors c'est vrai qu'on n'aime pas ce mot dans le médical, et pourtant, vous êtes des libéraux, et donc vous devez vous adapter au marché. Le marketing, c'est l'adaptation du produit au marché. Le produit, c'est vous. C'est vous, hein. C'est pas vos couronnes, c'est pas vos implants. Le produit, c'est vous. Si je viens dans votre cabinet, c'est vous que j'achète. Et ce que vous allez me proposer. Et le marché, ben, ce sont vos patients. Et donc, je dois adapter mon produit au marché. Ça veut dire que selon mes objectifs, mes valeurs, mon éthique, ce que je veux faire de ma dentisterie, je dois l'adapter au marché tunisien. Est-ce que je suis à Tunis? Est-ce que je suis à Sfax? Est-ce que je suis dans un quartier populaire ou dans un quartier favorisé? Quelle est ma patientèle? Quel est mon type d'exercice? Donc tout ça, c'est du marketing. C'est prendre conscience de ça et de le mettre en adéquation avec le marché. Et donc, bien sûr, aussi travailler sa communication pour pouvoir informer le public ou vos équipes ou vos partenaires sur cette vision qui est la vôtre et la faire partager. Le quatrième élément, c'est le management. Le management, et plus particulièrement la délégation au personnel, où là, c'est malheureusement, sauf en orthodontie, où les orthodontistes, par définition, ont plus de facilité à déléguer, par rapport au type de produit, d'actes qu'ils réalisent, etc. Mais à part les orthos, et où il y aura encore des points d'amélioration importants, en omnipratique, c'est une véritable catastrophe. Donc, il y a un gros travail à faire sur la formation de vos assistantes, et ça, bon, on est venu en Tunisie pour pallier à ça, mais c'est vraiment un problème important. Donc, le management des cabinets. Voilà les 4 éléments, les 4 compétences qu'il faut maîtriser, sur lesquelles vous devez absolument vous former, et ce qui n'est pas naturel pour la plupart d'entre eux. Donc, le dernier point, c'était la délégation, et je vais parler du rôle de l'assistante. Et vous avez souvent des assistants dans les cabinets, même quand vous faites une création, vous embauchez une assistante, voire 2, c'est très bien. Le problème, c'est que je vois des assistantes très sympathiques, très souriantes, très avenantes, éventuellement, mais les bras croisés. Et ce n'est pas possible en termes de productivité. Une assistante doit produire, et elle est capable de produire, de vous aider, et vous ne savez pas les impliquer plus que ça. Elle doit être responsable de beaucoup de choses dans le cabinet. C'est pas à vous de gérer les problèmes matériels du cabinet. Une assistante formée peut le faire. Elle doit être une véritable collaboratrice dans votre organisation. Et vous devez vous appuyer sur elle et la responsabiliser. C'est pour ça que je préfère le mot collaborateur à assistante. Et puis, elle peut s'impliquer aussi dans le parcours du patient, prendre en charge certains aspects de la relation patient, la présentation des plans de traitement, la prophylaxie, les photos, etc. Donc, pas mal de choses. Donc, l'assistante est un des leviers les plus importants en termes de productivité, à la condition
d'avoir un plateau technique qui soit performant. Évidemment, le plateau technique est important. Alors, on n'est pas obligé d'avoir un plateau technique totalement équipé comme celui que je vais vous montrer maintenant, mais il faut ambitionner d'aller vers ça. Parce qu'il y a une logique, et en termes de productivité, c'est une réponse indéniable. Les Américains nous l'ont montré depuis déjà, je dirais, 30 ans. Tous les Américains travaillent sur minimum 2 fauteuils. Un seul Américain, et ils passent d'une salle à l'autre. Parce que la productivité, c'est quand vous êtes dans les doigts et les yeux dans la bouche. Et donc, le fait de travailler sur 2 fauteuils simultanés permet d'augmenter de 30% la productivité. C'est énorme. Et minimum, si vous êtes plutôt lent et pas trop organisé, c'est 15%. Donc, c'est pas négligeable. C'est une des réponses aux investissements d'appareils numériques, etc. Donc, faites des cabinets plus grands. La bonne dimension d'un cabinet, c'est entre 80 et 120 mètres. Minimum 80, idéalement 120 mètres. Celui que vous avez sous les yeux, c'est 120 mètres. Donc, vous vous apercevez 2 salles de soins avec au milieu une stérilisation. Le praticien peut passer d'une à l'autre. Le patient qui arrive est directement installé dans la deuxième salle. Et donc, le patient n'attend pas, à part 2-3 minutes, et il est installé dans la salle suivante. Et le praticien va libérer le patient de la salle 1 et passer directement dans la salle 2. Et c'est l'assistante qui va s'occuper de débarrasser, de nettoyer, pendant que lui, il démarre un soin qui a été préparé. Le patient est déjà là, tout a été préparé, sorti, et le praticien enchaîne directement. En fait, c'est le patient qui doit vous attendre et pas l'inverse. Donc, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas boire un café, faire une pause, vous reposer. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais le patient, lui, doit vous attendre. C'est le matériel qui est à votre disposition et le patient et pas l'inverse. D'accord ? Donc, c'est pas vous enchaînez automatiquement. Vous faites comme vous voulez, mais vous n'attendez pas. D'accord ? Ensuite, vous voyez qu'on a un bureau de secrétariat qui est au milieu ici, qui est fermé, et qui est accessible par une porte à l'arrière pour communiquer avec l'équipe, ou une porte à l'avant pour communiquer avec les patients qui rentrent. Et cette porte peut être laissée ouverte, elle est à glissière, elle peut être laissée ouverte toute la journée. Mais ça permet, si on a une conversation confidentielle, qu'on parle d'argent, on peut fermer la porte et isoler. On va privilégier un accueil open space, puisque les gens attendent très très peu, puisqu'ils sont tout de suite amenés dans des salles de soins sans attendre. Et vous avez ici une zone de communication. Observez qu'ici, il y a une porte pour entrer dans la partie clinique, et qu'ici, on a une zone de communication. On a une salle dédiée au diagnostic, à la photo, on peut la dédier à l'empreinte numérique, aux essayages, au contrôle. Donc c'est une salle non invasive. Il n'y a pas de turbine, moteur, on n'y fait que de la consultation à minima. Donc l'investissement est très peu important. C'est aussi une salle qui va servir à la prophylaxie, donc qui va servir à l'assistante pour motiver les patients. On va s'en servir pour présenter les plans de traitement, on va s'en servir pour recevoir le patient la première fois. Donc c'est une salle qui est très utilisée, mais uniquement en termes de communication. On a une salle panoramique à côté si on est équipé d'une panoramique pour pouvoir y accéder tout de suite. Voilà, et après des parties privées, un bureau praticien privé, une salle de repos, des vestiaires, des douches, etc. Et vous voyez côté patient, un WC handicapé. Voilà, et puis les locaux techniques ici. Voilà, donc ça c'est important d'avoir le bon plateau technique en plus d'une bonne équipe soignante. Alors, ok, maintenant qu'on a dit ça, quels sont les freins? Parce que j'imagine que vous êtes en train de vous dire, oui, Robert, il est bien gentil, mais comment on fait pour se payer tout ça? Eh bien, effectivement, il y a des freins, c'est pas facile. Le premier frein, c'est la rentabilité, parce que les patients n'ont pas les moyens. Et ça, on n'y peut rien, on est en Tunisie, ben, les patients, ils n'ont pas les moyens. C'est tout. Il faut l'admettre, parce que vous n'avez aucun pouvoir là-dessus. Vous n'y pouvez rien. Vous devez l'accepter. Le deuxième problème, c'est encore un problème de rentabilité. Parce que les frais, je l'ai dit, sont incompressibles. On a vu tout à l'heure les investissements qui étaient le même prix qu'en France. Et ça, vous n'y pouvez rien. Et vous devez investir. Vous ne pouvez pas dire, je n'investis pas. Vous devez investir. Donc, vous ne pouvez pas agir sur les patients. Vous ne pouvez pas agir sur les charges. Troisième problème, c'est encore un problème de rentabilité, parce que la productivité horaire n'est pas suffisante pour couvrir les 2 points précédents. Et ça,
vous y pouvez quelque chose. C'est sur ce seul point que vous pouvez travailler. Et pourtant, naturellement, vous allez agir sur les deux premiers points. Vous allez critiquer les patients, dire « ouais, c'est la faute des patients parce qu'ils n'ont pas d'argent ». Ou bien, vous allez éviter de faire des investissements, dire « ah ben oui, moi je ne peux pas parce que je ne gagne pas assez ». Alors qu'en fait, vous êtes responsable de cela. C'est à vous d'agir et d'augmenter votre productivité. Et c'est tout le sujet d'aujourd'hui. En fait, il faut comprendre qu'est-ce que c'est qu'une activité dentaire. Elle est composée de différents actes. Votre catalogue est composé de soins courants, de prothèses simples, de prévention. Et ça répond à des besoins immédiats. La plupart des patients qui rentrent en cabinet dentaire en Tunisie, c'est 70-80%, rentrent avec des besoins immédiats. Donc ils rentrent pour des consultations d'urgence. Et ils veulent le minimum. On est tous d'accord là-dessus? Très bien. Et puis, vous avez de l'autre côté, sur votre catalogue, la possibilité de proposer des traitements esthétiques, de l'orthodontie, de la paro, de la posturo, de l'occluso-posturo, j'entends par posturo, et de l'implanto. Tout ça, c'est votre capacité. Vous avez tous ces outils à votre disposition. Et là, l'avantage, c'est que tous ces outils-là, c'est rentable. Mais pour accéder à ça, au niveau de votre patient, c'est au niveau de l'envie et du désir. Si votre patient n'a pas envie ou n'a pas le désir de ces solutions, vous ne ferez pas. Et c'est pour ça que la majorité des dentistes tunisiens ne travaillent sur le côté droit. Ils font que des soins courants, de la prothèse courante et de la prévention. Et du coup, ils ne sont pas rentables. Ils se retrouvent à 100 000 dinars par an, 10 000 dinars par mois à peu près de chiffre d'affaires, alors qu'ils devraient être à 30. Comment on fait ça? Eh bien, il faut savoir motiver, fédérer, convaincre. Et c'est votre travail de faire ça. Et ça marche en plus quand on le fait. Donc, pour ça, il faut travailler sur votre catalogue. Il faut se poser la question, quels sont les actes que je réalise réellement, que je suis capable de réaliser? Quels sont les tarifs que j'applique? Est-ce qu'ils sont bien pensés, bien réfléchis, bien adaptés? Et ensuite, quelle est la qualité perçue par mes patients sur ces actes-là au tarif où je les pratique? Je vais vous donner un exemple. Prenons ce chemisier. Combien vaut-il? Je vais répondre à votre place, mais vu comme ça, je pense que vous allez d'accord avec moi, c'est 100 dinars. Maintenant, si je vous fais ça, combien vaut ce chemisier? Ah, tout de suite vous êtes d'accord, peut-être 150 dinars. Et maintenant, combien coûte ce chemisier? Et là, on est tous d'accord pour dire que ça vaut bien 300 dinars. Vous voyez que un même produit, un même service, une même solution peut avoir un prix différent selon la qualité perçue. Et la qualité perçue n'est pas automatiquement dans la matière ou la composition du produit. C'est pas la céramique coûte plus cher que le métal. On pourrait presque dire non, c'est le contraire, parce qu'une casserole en inox, c'est mieux qu'une casserole en céramique, d'accord, qui va casser, qui est fragile, etc. Donc la céramique a moins de valeur si c'est une casserole que de l'inox, d'accord. Chez vous, en dentisterie, vous allez dire la céramique, c'est mieux que le métal. Mais ça, c'est votre critère à vous. Le patient, lui, il sait pas, il veut une solution, donc il ne peut pas juger. Donc il ne juge que de votre qualité à vous, de praticien, et c'est ça qui va faire, qui va accepter un prix, c'est la qualité perçue par le patient, et c'est vous qui influez sur cette qualité perçue, et non pas le produit que vous proposez. Bien que vous aimez croire que si vous proposez de l'implant Nobel, ça se vendra mieux que si vous faites de l'implant Tartampion. Ce qui est pas vrai du tout. Mais c'est ce que vous fait croire Nobel. Et c'est normal. Alors, ce que je viens de vous expliquer, c'est inspiré d'une méthode marketing. En fait, en marketing, il y a 3 positions de marketing qui existent, qui ont été identifiées par les spécialistes du marketing, qui sont le low cost, le luxe et le premium. Le low cost, pas besoin de vous faire de commentaires, vous comprenez ce que c'est. Le luxe, vous savez aussi ce que c'est. Et le luxe, simplement, j'attire votre attention sur le fait que c'est quelque chose qui est inaccessible pour tous.
Tout le monde n'a pas les moyens de se payer. C'est ce qui détermine le premier élément de luxe, qui détermine un produit de luxe, c'est cette notion d'inaccessibilité. Il faut que ça soit inaccessible, il faut que ça soit rare, il faut que ça soit non, pas facile à obtenir. Il faut qu'il y ait des élus, d'accord. La stratégie premium, c'est celle qui est très intéressante en dentaire, c'est d'appliquer les mêmes méthodes que le luxe, faire un produit de qualité, essayer de le rendre rare mais pas inaccessible. Je vais vous donner un exemple des produits que vous connaissez et qui utilisent le marketing premium, Nespresso. Si vous prenez les capsules Nespresso, c'est pas donné, c'est 40 centimes d'euros, un dinar 50 ou un dinar la capsule, c'est accessible. Tout le monde peut se payer une capsule de Nespresso s'il a envie. Et pourtant, what else? D'accord? C'est la même chose pour BMW ou c'est la même chose pour iPhone. L'iPhone, il est cher, mais il est accessible. Au détriment d'autres choses. On va devoir faire des choix, des sacrifices, mais on peut y accéder. Tout le monde peut y accéder en se serrant la ceinture. Et c'est ça la stratégie de Apple. Et de Samsung qui suit. Mais ce sont les suiveurs. C'est Apple qui a introduit cette stratégie, y compris au niveau de ses ordinateurs. Donc, en dentaire, quand j'accompagne des cabinets dentaires, c'est ce que je leur apprends à faire, c'est d'adapter une stratégie premium au sein de leur pratique quotidienne. Voilà, donc pour résumer sur tout ça, donnez du sens à votre approche éthique. C'est important. Soyez clair avec vous-même de ce que vous faites. Ne soyez pas fongible. Ça veut dire, ne soyez pas identique à votre voisin. Faites une différence. Parce que humainement, vous êtes différent. Eh bien, ça, il faut le faire ressentir à vos patients et à vos équipes aussi. Mettez de l'éthique au cœur de votre démarche. C'est important. C'est important, c'est ce qui va faire que vous allez durer dans le temps. Faites de votre dentisterie un signifiant social. Là aussi, c'est important. Donnez une réponse qui est en attente, qui est l'attente du marché tunisien. Communiquez efficacement. Et là, il y a beaucoup à faire sur votre savoir-faire. Et ça ne veut pas dire annoncer que vous êtes le meilleur pour faire des implants. Surtout pas. C'est une communication subtile et efficace. Voilà ce que je voudrais vous dire dans le temps qui m'est imparti. On n'a pas fini, mais je voulais déjà, la première partie de mon intervention, je suis arrivé au bout, et je vais vous donner maintenant d'autres notions. On va sortir du marketing pour parler plutôt de productivité. Et pour cela, je vais me servir de cette diapo pour vous expliquer que la population tunisienne, on arrive à la répartir en 3 catégories. Alors, si j'ai mis ces 3 catégories, c'est parce que c'est ce que les statistiques me donnent. J'ai pas moyen d'affiner ces statistiques. C'est des statistiques qu'on trouve auprès des ministères différents. Donc, grosso modo, répartis en 3 catégories. Une catégorie, on a les moins de 20 ans, donc il y en a beaucoup, 32%, alors que nous, en France, on est à 21%. Vous voyez qu'il y a une population qui est très jeune en Tunisie, mais ces jeunes ont des besoins très peu importants en besoins dentaires. À peu près, on peut estimer à 100 dinars par an le besoin d'un jeune de 20 ans. Ça ne veut pas dire que tous les jeunes de moins de 20 ans vont dépenser 100 dinars. Il y en a qui vont dépenser 30 et il y en a qui vont dépenser 300. D'accord ? La moyenne fait 100 dinars de besoin. Ce n'est pas non plus ce qu'ils vont automatiquement vous donner. C'est les besoins que vous pouvez vous constater dans une bouche quand vous prenez, si vous prenez 100 jeunes et que vous regardez tous leurs besoins, imaginons que vous fassiez un devis à ces 100 jeunes, et si vous divisez par 100, vous allez trouver à peu près 100 dinars. Voilà. Les actifs, les 20-40, il y en a à peu près un tiers aussi, et là, le besoin se situe autour de 1400 dinars. Et puis, les patients de plus de 40 ans, alors ils sont intéressants, mais c'est ceux qui ont normalement plus de moyens, il y en a aussi à peu près un gros tiers, c'est 3000 dinars. En fait, quand on fait la moyenne de tous les patients tunisiens, on s'aperçoit que le besoin constaté, le besoin, encore une fois, ce n'est pas ce qu'ils dépensent. Le besoin, ça serait 1500 dinars par an. Si je vous disais que moi, Robert Macario, je paye tous les soins de tous les patients qui viennent vous voir chez vous,
il y a de fortes chances que vous fassiez ce qu'il y a de mieux sur tous les patients dès qu'ils rentrent, en disant « T'inquiète pas, c'est Robert qui paye, on va faire ce qu'il y a de mieux ». Et il y a de fortes chances qu'à la fin de l'année, vous ayez constaté que chaque patient a dépensé en moyenne 1500 dinars chez vous. Je vous le souhaite. Malheureusement, Robert ne va pas vous payer tout ça. Voilà. Deuxième élément qu'il faut que vous connaissiez, c'est que vous soignez à peu près 600 patients par an. C'est assez un chiffre que l'on constate assez bien en Tunisie. 600 patients par an soignés sur à peu près 2000 rendez-vous. Donc, le potentiel de chaque cabinet dentaire tunisien, à condition qu'il ait des patients, bien sûr, c'est 900 000 dinars. Si vous faisiez des devis à tous vos patients, vous feriez 900 000 dinars de devis par an. Et si 30% de ces patients acceptaient, vous feriez 270 000. Alors pourquoi aujourd'hui vous ne faites pas 270 000? Parce que déjà, vous ne faites pas les devis à tous les patients. Vous faites à la limite la moitié de devis, voire le tiers des devis, voire le quart. Okay, donc automatiquement, vous ne pouvez pas faire accepter quelque chose que vous n'avez pas proposé. Et sachant, et si vous arriviez à proposer tout et à ce qu'il y ait 60% de patients qui acceptent, vous seriez à 540 000. Aujourd'hui, les études que j'ai pu faire sur les cabinets qui ont bien voulu me confier leur comptabilité pour que je puisse observer et voir, c'est que vous avez à peu près 60% d'acceptation, mais sur des plans de traitement très très faibles. Certaines fois, des plans de traitement à 300 dinars. Okay, donc, vous ne proposez pas assez à vos patients, de peur qu'ils refusent. Évidemment, c'est un mécanisme de la communication qui est bien connu. Voilà. Donc, clairement, mon premier conseil, ma recommandation aujourd'hui, c'est fixez-vous des objectifs. Fixez-vous des objectifs clairs, financiers. Qu'est-ce que je veux réaliser comme chiffre d'affaires? Et pourquoi je pose ce chiffre d'affaires? Il doit être lié à un volume de charge que vous maîtrisez et que vous savez identifier. Donc ça, c'est extrêmement important. Le fait de fixer un objectif vous permet de l'atteindre. Si vous n'avez pas d'objectif, vous allez nulle part. C'est comme si vous partez en bateau sans savoir où vous allez. D'accord? Alors que si vous dites, je vais au Brésil, je vais aller à tel endroit au Brésil, eh bien, vous allez fixer la route, vous allez fixer le cap, vous allez faire les provisions qu'il faut sur votre bateau, et vous arriverez un jour ou l'autre au Brésil. Et si vous partez sans nourriture, sans rien, en disant, je ne sais pas où je vais, on verra bien, vous risquez fort de vous perdre en mer, quoi, et de mourir de faim. Rappelez-vous les 4 compétences qu'il faut acquérir, et je vous exhorte de vous former en gestion, en organisation, en marketing et en management. Vraiment, formez-vous. Et pour ça, on est là, on est à votre disposition. Nous aussi, on a fait appel à la digitalisation, puisque nos formations sont digitalisées aujourd'hui. Donc, vous avez possibilité d'accéder pour les praticiens ou les assistantes à des formations en e-learning, donc accessibles de chez vous, même par téléphone. Donc, notre plateforme est consultable par téléphone. Elle est pratique, donc n'hésitez pas à aller nous visiter sur la plateforme et vous verrez les formations que l'on peut proposer, ou bien de prendre contact avec nous. On est présent ici toute la journée pour vous répondre à vos questions sur les problématiques de formation. Formez vos assistantes aussi, investissez sur elles, c'est une des clés de la réussite. Et nous préparons un programme, il est déjà prêt, on est en train de le finaliser, un cursus de formation à partir de septembre. Un cursus de formation permettant de bénéficier d'un certificat de compétences reconnu. Donc, ce sera Efficience qui va délivrer un certificat de compétences au terme de cette formation de 10 mois. Donc, ce sera un jour de formation par semaine, 252 heures réparties sur l'année, sur tous les aspects de la dentisterie. Donc, on va enseigner, et même si c'est des assistantes confirmées, elles vont réapprendre les notions d'asepsie, de traçabilité, travail à 4 mains, prophylaxie, protocole clinique, l'analyse radiographique, enfin tout, la gestion, l'accueil au téléphone, l'agenda, tous ces aspects seront abordés, elles seront formées pour ça, et certaines pourront obtenir le certificat de compétence au terme de cette formation. Donc ça, c'est quelque chose que nous mettons en place. Là aussi, rapprochez-vous de nous si vous voulez des informations à ce propos. On se fera un plaisir